Alors nous sommes toujours dans la semaine de la qualité de vie au travail avec notre partenaire Physiofirme et APCSE au service DCE et DCSE depuis 15 ans. Donc avec Maude. Rebonjour Maude. Rebonjour Jacques. Alors la qualité de vie au travail, on a vu les relations entre le salarié et l'employeur, avec les IRP et les salariés, avec l'employeur et les IRP. Mais il y a aussi un élément qui est constitutif de la qualité de vie au travail, c'est l'organisation du travail, l'organisation de l'entreprise elle-même. C'est le nerf de la guerre, en fait, j'ai envie de dire même. C'est vraiment le support au travail. Aujourd'hui, quand on vient travailler, pour pouvoir travailler, on s'appuie pour pouvoir parler de son travail, pour pouvoir réaliser son travail, on s'appuie sur une organisation du travail qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, dans quelles conditions, avec quels moyens, dans quelles relations. Donc c'est vraiment, oui, le nerf, ou en tout cas c'est un des outils ou un des moyens pour atteindre la productivité ou les objectifs de l'organisation. Et ce Alors, n'est pas une fin en soi, bien sûr. il n'y a pas une organisation standard qui correspondrait à n'importe quelle entreprise, parce Non. qu'on n'a pas besoin de la même organisation selon qu'on est dans l'industrie, ou selon qu'on est dans la recherche, ou selon qu'on est dans l'informatique. Je pense qu'il faut réaliser que l'organisation du travail, c'est chaque entreprise qui la détermine en fonction de ses besoins. C'est vrai qu'il n'y a pas une bonne organisation du travail pour tout le monde. On a des types d'organisation, des styles, des structures organisationnelles qui existent. On parle de structures fonctionnelles, hiérarchiques, matricielles, hybrides ou autres. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas une qui convient particulièrement en tout cas, qui est la meilleure pour tout le monde. Et même dans un même secteur, on peut retrouver différents styles d'organisation et même des hybrides d'organisation parce que, et c'est là où il y a un enjeu, il faut vraiment savoir quelle est la stratégie, qu'est-ce qu'on veut produire, où est-ce qu'on veut arriver pour déterminer le moyen ou les outils qu'on va mettre en place dans l'organisation de travail, donc l'organisation de travail qui est le mieux à même de répondre à ces objectifs. Oui, et ça se fait uniquement en concertation, parce qu'on ne peut pas mettre une organisation du travail si elle est contraire au fonctionnement des services et au fonctionnement des salariés, ou qu'elle va à l'encontre du bon sens, j'allais dire, puisque ce qui préside à une organisation performante, normalement, c'est le bon sens. Une organisation du travail, oui, on va dire que ceux qui créent une entreprise vont réfléchir à une organisation puisqu'elle va leur permettre de s'assurer que ce que l'on veut faire, c'est bien, l'organisation de travail permet de s'assurer que les salariés la font bien comme on l'aimerait, là où vont bien là où on veut aller. Mais cette organisation-là ne peut pas se faire effectivement que d'une manière descendante. Une organisation du travail, elle doit se réfléchir en concertation avec ceux qui réalisent le travail, puisque on ne peut pas poser quelque chose comme ça de manière descendante sans réfléchir à qu'est-ce que ça va donner sur le terrain et comment on l'ajuste au quotidien. Est-ce qu'elle s'est bien adaptée au quotidien? Je pense à certaines procédures, par exemple. Un jour, j'étais intervenue, je crois, dans le nucléaire, où on me disait, les représentants du personnel rigolaient là-dessus, mais c'était quand même pas très drôle, en disant, on a une procédure aujourd'hui. Si on applique la procédure étape par étape, stricto sensu, on ne peut pas produire. On n'arrive pas à atteindre l'objectif de l'organisation. Donc on est obligé en fait de s'écarter de cette procédure, de prendre les écarts à notre compte pour pouvoir en fait atteindre les objectifs de l'organisation. Donc là, il y en a un problème. C'est-à-dire que là, l'organisation, elle n'est pas du tout adaptée. Ça veut dire qu'elle doit se doter, à un moment donné, quand l'organisation est pensée, ce moyen-là est pensé, il doit se doter d'outils pour faire remonter, s'assurer que on peut ajuster, on peut réguler, on peut améliorer pour que ce soit adapté aux objectifs de l'organisation et pas un contresens finalement. Alors, j'avais eu, moi aussi, une animation de débat où j'avais un salarié d'une entreprise automobile qui racontait qu'on avait mis une organisation en place qui était formidable, c'est-à-dire que pour éviter aux salariés de trop se déplacer, les voitures arrivaient comme ça, les portières arrivaient comme ça, et il prenait la portière et la mettait sur la voiture. Alors que précédemment, le salarié vérifiait que les portières qui arrivaient étaient de la même couleur que la voiture. Mais là, on lui a dit, on a refait le process, tout marche bien. Alors ils sont tombés sur un délégué syndical un peu rustique qui a dit, si tout marche bien, je ne vois pas pourquoi j'irai vérifier. Et puis il est arrivé une voiture bleue, il a mis une portière rouge. Et donc il a bien installé sa portière, la voiture est partie. Puis là, il a appelé le chef, il a dit, je crois qu'il y a un problème dans l'organisation. Et là, on a arrêté la chaîne pendant 3 jours. Parce qu'effectivement, c'était mal pensé. Alors effectivement, ça fait partie des choses qui se réfléchissent avant. C'est-à-dire que quand on pense à une organisation, on ne peut pas la faire déjà tout seul dans son coin. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, on ne peut pas avoir la vision sur tout. On a une vision, on va dire, globale, on a une vision stratégique, mais à un moment donné, la vision réelle du terrain, sur qu'est-ce que ça va donner sur le terrain, elle est portée par ceux qui viennent du terrain.
et elle est aussi représentée par le représentant du personnel. Donc il faut pouvoir à un moment donné se doter, créer en fait des groupes de liens par la communication, par des groupes, avec les représentants du personnel, se doter de moyens pour voir un petit peu, pour relier un petit peu ce que l'on pense avec la réalité du terrain et éviter des non-sens tels que cela. Alors, là, on a vu qu'on prend la température chez les salariés, on prend la température chez les managers, quand on est représentant du personnel. On fait une proposition, comment on la formule, comment ça se passe concrètement quand on veut aller voir l'employeur et qu'on lui dit « j'ai une idée pour que ça marche ». Est-ce qu'il y a un moment privilégié ou est-ce que c'est dans n'importe quelle réunion de CSE à l'initiative du salarié ? À partir déjà, la première chose, c'est de se doter, j'ai envie de dire, quand on formule une proposition, il faut réfléchir à comment on va la formuler, déjà. Avant même de la formuler, il faut réfléchir sur quelle base on s'appuie pour pouvoir la formuler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas formuler n'importe comment en disant « j'ai une idée et la laisser la meilleure parce que je vous dis que c'est la meilleure ». Le mieux, c'est aussi de se doter, comme on parlait d'indicateurs, d'aller rencontrer les salariés. C'est-à-dire qu'il faut un peu muscler sa proposition et son argumentaire pour montrer qu'elle est bonne. Ou en tout cas, pourquoi on a cette proposition. Donc, prendre la température au moyen de différents indicateurs de fonctionnement, de climat social, de productivité, de santé, sécurité au travail. Avoir tous ces éléments-là pour expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe et pourquoi on a une proposition qui peut améliorer les choses et expliquer avec des termes qui peuvent parler à la direction pour que notre formulation, notre proposition soit entendue. Alors après, il faut savoir aussi résister aux effets de mode, parce qu'on entend régulièrement l'organisation, tiens, le râteau, ça va bien marcher. Et puis quand on s'aperçoit que le râteau, ça ne marche pas, on dit, tiens, on va faire la pyramide. Mais quelquefois, on n'a même pas l'occasion de mesurer les impacts d'une organisation qu'on en change parce qu'elle ne donne pas 100% des résultats qu'on en attendait. C'est vrai. Alors, que ça met la panique, ça aussi. Changer pour changer et changer tous les 6 mois, tous les ans, sans se poser les bonnes questions, à un moment donné, ça ne tiendra pas la route. On va user les gens et on n'arrivera pas à stabiliser ou en tout cas à trouver une organisation performante qui atteigne les objectifs. Donc il est vrai que déjà, quand on amène un changement d'organisation, donc déjà il faut pouvoir faire un état des lieux pour dire pourquoi on amène ce changement et avoir un diagnostic à minima pour voir où est-ce qu'on va et comment on y va. Et puis ensuite, il faut se donner le temps de proposer cette organisation, de voir qu'est-ce qu'elle donne sur le terrain. Et donc, pouvoir faire des retours là-dessus, pour avoir des retours des salariés, des indicateurs et des CSE sur qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Donner les moyens aussi de déployer sur le terrain. Parce que si on met en place quelque chose et au bout de 6 mois, on se dit que ça ne marche pas, on n'a peut-être pas donné les moyens pour que ça marche. Il faut peut-être du temps entre la décision organisationnelle et l'intégration dans le fonctionnement humain. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre peut-être plus que 6 mois. Et au moins on accompagne, au plus ça prend de temps. Parfois, on en arrive à des changements qui mettent 4 ans à se mettre en place. Donc, si on change tous les 6 mois, on ne se donne pas les moyens, finalement, de réussir ces changements. Et c'est ça, on ne mesure pas l'impact d'une organisation qu'on en met déjà une autre en place. Alors que quelquefois, il suffit de rectifier 1 ou 2 points de cette organisation-là pour qu'elle fonctionne. Et ce n'est pas la peine de tout casser. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va mettre en place un changement organisationnel, un nouvel outil, je pense à un nouveau logiciel par exemple, ou une nouvelle machine dans une ligne de production, il faut le temps de l'installer, il faut le temps de former les salariés, il faut le temps de leur apprendre, en tout cas de s'assurer que ce qu'on met en place a bien un impact positif, donc les indicateurs, pour montrer, pour que ça ait un gain et que ça améliore le fonctionnement, et se laisser le temps de mesurer, si au bout de 6 mois, au bout d'1 an, mesurer les impacts, mesurer si ça fonctionne bien, voir quels ajustements on peut porter pour que ça fonctionne bien avant de tout révolutionner. Oui, alors là, on est sur l'organisation des machines, mais c'est sur l'organisation structurelle de l'entreprise, quelquefois aussi. Comment le management manage et manage qui? Parce que quelquefois, on se rend compte dans certaines organisations qu'on a des managers qui managent personne, des directeurs qui dirigent rien, et là, les salariés qui sont en dessous et en dessus du manager en question sont complètement perdus parce qu'il n'y a pas de lien de communication entre la hiérarchie et le salarié. Et le salarié arrive le matin au travail, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il doit faire, il ne sait pas vers qui se tourner. Par exemple, il y a des organisations qui se disent pour gagner en X choses, peu importe les objectifs, on va enlever une strate managériale. Donc souvent, c'est la strate la plus proche des équipes, en se disant on va donner de l'autonomie aux salariés ou on leur donne plus de responsabilités, puis on enlève une strate. Et puis on se retrouve avec quelqu'un qui était au départ, qui avait un autre échelon hiérarchique, avec 15-20 personnes finalement à manager sans lien intermédiaire. Ouais, ok, mais à un moment donné, il faut se laisser le temps peut-être de former les salariés à plus d'autonomie.
pour pouvoir mettre en place pourquoi pas ce choix-là, mais donc se donner le temps de former les salariés pour qu'ils aient plus d'autonomie, peut-être la possibilité d'avoir des responsabilités s'ils le veulent bien, et puis manager la nouvelle personne qui n'aura plus d'échelon, former la nouvelle personne qui n'aura plus d'échelon intermédiaire à manager un plus grand groupe. Comment on manage un plus grand groupe? Oui, et le management ne se limite pas à du reporting. Non, ou du reporting, ou coller la culotte de ses salariés aussi. Oui, ou l'un ou l'autre, oui, oui. Mais souvent, ces managers-là, qui ont une strate qui a pété, étaient surtout chargés de faire du reporting et de mettre les bons chiffres dans les bonnes cases pour atteindre les objectifs fixés en début d'année, qu'on n'atteindra pas parce qu'on les a remplis pour faire plaisir à la hiérarchie et pas dans la vérité. Il y a ça aussi qui peut arriver. On peut voir effectivement ce genre de choses, tout exactement. On peut voir aussi des managers qui se retrouvent, qui étaient à un moment donné sur cet échelon stratégique finalement, et ils se retrouvent en plus aspirés donc, et sur du stratégique et sur de l'opérationnel, donc amenés parfois à remplacer un salarié parce qu'il manque la strate intermédiaire qui file un coup de main à un moment donné. Alors, on retiendra que chaque organisation doit être liée aux besoins et à l'activité de l'entreprise, qu'il n'y a pas d'organisation standard, mais que quand on a mis une en place, on lui laisse une chance de voir comment elle fonctionne avant d'en changer. Merci Maude. Merci Jacques.